EMG Jean Frémont, vous nous faites le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours militaire? Mon parcours militaire, il commence avec ce livret de service en juin 1960 au recrutement, ici à Genève. Mais c'était mon seul jour à Genève, puisque j'ai été ensuite attribué au canton de Vaud comme fusilier de montagne. Et ce parcours militaire s'est achevé dans la salle du Conseil national en novembre 1992, où j'ai prononcé cette allocution à l'occasion du départ du chef d'état-major de l'époque. Donc entre deux, j'ai fait des services comme tout le monde, et ça a commencé essentiellement dans les troupes vaudoises de montagne, et puis ensuite devenu officier EMG, j'ai fait un parcours assez classique, division de montagne 10, corps d'armée, 3e corps d'armée et état-major de l'armée. Quels souvenirs vous en gardez? Écoutez, moi le premier souvenir, c'est au fond la rencontre des Valaisans. Dans mon groupe, à l'école de recrues, qui avait comme chef un personnage qui s'appelait Jean Clivat, Valais. J'avais des camarades recrues qui s'appelaient Taramarca, donnaient des cartes. Et c'est très curieux, ce sont les premiers souvenirs que j'ai. Ensuite, les souvenirs suivants, alors évidemment la découverte de la montagne, que je connaissais bien, mais pas dans sa dimension valaisanne. Et à force de la traverser à pied, on commence à comprendre, à connaître. Et puis les grands souvenirs sont finalement d'avoir eu de grands patrons. Des gens assez extraordinaires, Lation, Jean Apt, Adrien Tchoumi et beaucoup d'autres, qui m'ont énormément appris. Et qui ont probablement la chose la plus importante, c'est l'humanité. Parce que ça paraît paradoxal de le dire, l'armée est une école d'humanité. Et en particulier notre armée de milice, dans laquelle finalement tout le monde passe par le même itinéraire. Et donc pour moi ce sont les deux souvenirs d'une rencontre avec le pays. Alors ensuite cette rencontre avec le pays, elle s'était élargie, c'était plus le Valais, c'était l'ensemble du pays. Je me souviens par exemple, nous avions en cours de répétition à Glaris, et ce qui s'appelait la feuille d'avis de Lausanne à l'époque disait mais pourquoi envoyer des Vaudois à Glaris? Et je crois que j'étais commandant de compagnie ou commandant de bataillon à l'époque, la troupe a répondu à la tribune, à la feuille d'avis de Lausanne en disant nous sommes bien mieux accueillis ici que nous le sommes dans le canton de Vaud. Et ça fait partie de ces choses dont on se souvient. Et de votre expérience, est-ce que vous pourriez dire que votre expérience militaire vous a servi dans le civil également? Énormément. Vous savez, l'expérience, la formation est une formation rigueur, discipline, rigueur intellectuelle, discipline. Alors, j'ai eu une formation en rigueur, en discipline intellectuelle, en rigueur, ici à l'université, avec un personnage en histoire qui s'appelait Luc Monnier, remarquable. L'endurance et le fait en partie, si vous voulez, quand on est soldat, ou même quand on est sur le terrain, ce qui est extraordinaire, c'est qu'effectivement l'endurance, on doit le faire. Dans les exercices, dans les cours EMG, on apprend ce que c'est que l'endurance, mais je ne dis pas qu'elle est volontaire, mais on apprend une autre dimension de l'endurance intellectuelle. Ça, c'est une chose qui m'a beaucoup marqué. Une autre chose qui m'a beaucoup marqué, et je m'en suis souvenu ces derniers temps, c'est le fait que nous avions constamment, dans chaque service, depuis le tout premier, nous avions au fond comme discipline à suivre l'appréciation de situation de l'adversaire. Donc nous savions, même comme sous-officier ou comme lieutenant,
nous savions comment apprécier l'adversaire, jusqu'au niveau de l'armée. Et ce qui a probablement une des très grandes transformations dues à la fin de la guerre froide, c'est qu'on a perdu cette rigueur dans l'appréciation de l'adversaire, qui fait qu'aujourd'hui, on considère je dirais la Russie comme un risque, comme une grande menace. Alors qu'en fait, si on compare à la période de la guerre froide, la menace, je dirais, la menace et le risque que représente l'Est européen, c'est de l'enfantillage. Alors qu'autrefois, c'était du sérieux. Alors, vous parlez de la Russie, vous avez parlé un peu plus tôt de l'incertitude. Oui. Que pourriez-vous dire sur la situation actuelle, votre regard sur les événements? Ce qui est intéressant, c'est que, au fond, ce texte-là est un des textes que j'ai écrit à l'époque. Il est déjà très centré sur l'incertitude. Parce qu'à partir, je dirais même avant la fin de la guerre froide, déjà dans la période, je dirais, qui commence avec l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir, vous commencez à voir un monde qui se défait. Et il ne se défait pas dans le mauvais sens, hein, il se défait simplement. Et c'est quelque chose d'assez classique. Et alors, pour moi, ce qui se passe est tout à fait quelque chose qui est dans la ligne de ce que j'ai écrit et enseigné depuis plus de 30 ans. Alors, comment est-ce que je le résume? Nous sommes dans une période, nous sommes probablement à un des plus grands tournants de l'histoire depuis 3-4 000 ans. Il y en a 4 ou 5 de cette même nature, de cette même importance. Je la définis comme ça. Je dis, au fond, nous sommes dans une gigantesque déconstruction géopolitique, sociétale, mentale et spirituelle, mais qui s'accompagne d'une reconstruction. N'est-ce pas? En ce sens que l'histoire avance. Mais l'histoire, elle n'est pas négative. Elle passe par une période de désordre, et cette période de désordre, qui défait tout, est une période qui doit permettre de reconstruire quelque chose après, qui soit plus conforme, si vous voulez, au monde qui est né depuis. Alors vous avez des exemples, puisque vous avez dit on vit l'une des constructions les plus fortes, mais il y en a eu d'autres. Oui, je vais vous dire. Pour moi, il y a 3, j'en prendrai 2 depuis 2000 ans. La fin de l'Empire romain d'Occident et le passage de l'Empire du Moyen-Âge à la Renaissance. Alors, ce qui est extrêmement intéressant et qui est surprenant, il ne faut pas en faire trop, c'est le fait que si vous regardez les débuts, les balbutiements de la chute de l'Empire romain, vous les retrouvez au deuxième siècle à peu près. Et à ce moment-là, finit ce qu'on appelle l'optimum climatique romain. Il y a eu une période d'à peu près 3 à 4 siècles pendant lesquels Rome a vécu avec une sorte d'optimum climatique qui lui a permis d'avoir une agriculture, etc., etc. Et c'est à ce moment-là que finit cet optimum climatique. Et on entre dans une période qui est une période plutôt de froid, de rigueur et climatique. Et quasiment je dirais quelques décennies après, vous avez la première des grandes pandémies. Je me souviens, je crois que c'est la peste de Justinien, ou j'ai oublié même. Si vous reprenez la deuxième période, vous avez la fin d'un optimum climatique du Moyen-Âge, qui intervient à peu près au début du XIVe siècle, et puis vous avez la grande peste qui suit relativement après. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, en particulier dans la grande peste de 1347, vous avez un choc climatique qui fait que ça atteint la productivité agricole. Donc vous arrivez à avoir des populations qui sont moins bien nourries, donc plus vulnérables à la maladie. Donc voilà 2 exemples.
je ne vais pas dire qu'on est dans le même scénario, mais il est quand même intéressant de voir que nous sommes à l'heure actuelle, nous sortons ou nous sommes d'une pandémie, nous avons un problème, un dérèglement climatique qui est général, mais qui s'est traduit cet été par une sécheresse qui est totalement inusuelle, qui a des conséquences économiques majeures. Et puis, vous avez le troisième élément, c'est la guerre autour de l'Ukraine. Donc, je crois qu'il ne faut jamais tirer des conclusions générales, mais il faut observer et se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? C'est curieux. Et le lien avec la Suisse, ou plus spécifiquement Genève, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Alors, ce que j'appelle cette déconstruction, en particulier la déconstruction géopolitique, est une déconstruction qui a comme caractéristique un basculement du monde. L'Occident est en perte de vitesse, et vous avez, au fond, vous êtes dans un monde où vous avez l'Occident contre le reste. La Suisse, le pays va bien. C'est solide. Il y a une capacité de résilience qui est assez exceptionnelle. La gouvernance est en train de poser problème. En fait, si vous regardez les gros chocs qu'ont provoqué la guerre, sont des chocs sur les gouvernements. L'anglais, les Français, les Italiens et la Suisse aussi. En fait, vous avez, si vous observez l'Occident et en particulier l'Europe, vous avez une sorte d'affolement. Et je suis un peu brutal en le disant, cet affolement a en partie gagné la Suisse. Alors qu'on a les fondamentaux qui font tenir le pays très solidement, mais on n'a pas été s'accrocher aux fondamentaux, dont celui de la neutralité, qui est un magnifique fondamental. On a commencé à jouer autour sans savoir vraiment. Il y a un côté apprenti sorcier. Alors, si on prend Genève, c'est assez embêtant. Pourquoi? Parce que une des caractéristiques de cette déconstruction, c'est que elle souligne, je dirais, l'obsolescence du système international mis en place en 1945. Ce qui est logique, c'est normal. Le temps a passé, il y a un moment donné où effectivement ce qui était mis en place n'est plus valable. Donc on doit passer à un nouveau système, ou si vous voulez à une nouvelle génération de systèmes. Ce que j'appelle la 5e génération, parce que moi je pars de Westphalie, Vienne, Versailles, San Francisco, et une 5e génération. Et on se trouve à ce moment très délicat où on a d'une part le basculement du monde vers la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil, enfin les pays du Sud, qui rend la mise en place d'un nouveau système très compliqué. Et on a fragilisé Genève du fait de cette incertitude qu'on a créée autour de la neutralité. Et ça, c'est pas très sain. Et après, alors à quoi s'attendre? Alors, Difficile. Non, il y a deux choses. Si vous voulez, je ne pense pas qu'il faut s'attendre à quoi que ce soit. Ma réaction n'est pas une réaction d'attente. Ma réaction est une réaction de dire que faire. Et au fond, c'est pas pour moi il s'agit d'agir, il s'agit d'être proactif. Il s'agit de penser déjà nous, cette 5e génération d'un système international, et de le négocier avec les autres. Il ne faut pas l'imposer comme il a été imposé en 1945, il faut le négocier avec les autres. Mais il faut avoir des idées. Et au fond, une des choses assez extraordinaires, moi j'ai énormément lu ces derniers mois de l'histoire, c'est que vous vous rendez compte que dans le fil de l'histoire, vous avez des périodes dans lesquelles les choses fonctionnent bien, et puis les périodes de désordre. Et que les périodes dans lesquelles les choses fonctionnent bien
sont les périodes dans lesquelles vous avez des systèmes commerciaux qui fonctionnent, avec un commerce qui se fait à travers le monde entier. Et des routes commerciales qu'on n'imagine pas, parce qu'elles traversent toute l'Asie, ou elles traversent tout le Sahara. Et alors, moi je dis au fond, nous devons reconstruire un système international autour de 3 axes. Le premier axe, c'est un développement socio-économique durable et inclusif à visage humain, construit sur le commerce. Un deuxième axe, qui est une architecture de sécurité globale qui va protéger ce commerce et ce système. Et le troisième axe, c'est au fond, c'est ce que j'appelle la mise en avant de la protection en droits de l'homme des personnes et des peuples. Et je travaille actuellement sur une déclaration universelle des droits et responsabilités des peuples. Parce qu'on se rend compte que cette fragilité qu'on a au niveau de la protection des peuples est une des raisons des grands conflits. Vous prenez les Ouïghours, vous prenez l'Ukraine, c'est exactement ça. Et il n'y a quasiment pas de pays qui n'ait pas de problème. Si vous vous souvenez ce que les Canadiens ont vu l'année passée, si vous regardez les populations indiennes des États-Unis, ce qu'on leur a fait subir, c'est ce qu'on reproche aux Chinois de faire subir aux Ouïghours aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc il faut ces 3 axes, un axe économique avec le commerce, un axe sécuritaire, un axe droit de l'homme. Et puis ensuite, on reprend du système actuel ce qui tient la route, et puis on essaye de faire bouger les choses. Alors, je dirais qu'en tout cas, en ce qui concerne les Chinois, ce qui les intéresse, c'est le développement économique, c'est le commerce, etc. Ils ne sont pas du tout intéressés par... Si vous regardez l'histoire de la Chine ces derniers temps, mais l'histoire de la Chine depuis le début, c'est le commerce. Les routes de la soie, moi j'ai acheté l'autre jour un bouquin sur les routes de la soie maritime, c'est de 500 avant Jésus-Christ, non pas après Jésus-Christ. Et quel message vous pourriez faire passer aux jeunes générations? Alors, je vais vous dire, moi j'ai très confiance aux jeunes générations. J'ai des enfants qui l'illustrent bien. Je pense que le problème n'est pas... Nous avons une immense responsabilité par rapport à la jeunesse. La jeunesse sera le reflet de ce que nous leur avons donné comme chance. N'est-ce pas? Et il faut donner à tout le monde, de façon inclusive, la chance de s'exprimer, d'être soi-même. Bon. Ça commence par une formation, et une formation toute la vie. Bon. Ça commence par une attitude qui change, en particulier par rapport justement à la formation. Nous sommes dans un monde dans lequel tout le monde sait qu'il y aura que chacun aura 2, 3, 4 je dirais métiers au cours de la vie. Bon. Et il faut créer les conditions pour que le passage d'un métier à l'autre se fasse d'une manière tout à fait, je dirais, tranquille. Enfin, tranquille, je ne sais jamais tranquille. Et surtout c'est-à-dire qu'on sort du concept de chômage, il faut éliminer le concept de chômage et dire, tout en ayant en faisant en sorte que les gens continuent de payer les cotisations. Mais les cotisations ne vont pas aller à des allocations de chômage, elles vont aller à des allocations de formation continue. Ces moments entre emplois, n'est-ce pas? Et au fond, il y a un travail à faire dans la tête des gens, et en particulier dans la tête des politiques. Les politiques ont une énorme responsabilité pour ce qui est en train d'arriver. Ils sont en grande partie dépassés, et il faut qu'ils transforment la société pour créer les conditions d'une société nouvelle dans laquelle les jeunes aient leur place. Et si on leur donne la place, si on leur donne la formation, moi j'ai aucun problème. Est-ce qu'il y a encore un message qu'il vous tient à cœur de passer? Il ne faut pas avoir peur, il faut se battre,
Et quand je regarde, par exemple, les patrons, les petits patrons de l'économie se battre pour se préparer à ce qui peut arriver, c'est ça l'attitude. Mais on doit avoir cette attitude-là, générale. Et nous vivons dans un pays qui a cette immense chance d'avoir une démocratie citoyenne. Et la démocratie citoyenne, ça signifie qu'on est tous responsables. Ben, il faut ces responsabilités, il faut qu'on les assume. Jean Frémont, merci. Je vous en prie.